Donc, dans le... Alors, en fait, je dis le Grand Ouest, ça c'est complètement présomptueux. En fait, c'est la Bretagne et les Pays de Loire. C'est pas le Grand Ouest, en fait. Alors, on a... Le titre est assez important. On a une approche, bon, c'est auquel je tenais particulièrement, c'est qu'on a essayé de mettre en place un réseau des réanimations disposant d'une MAC. C'est-à-dire que le réseau est pas là que pour les problématiques de l'ECMO, mais on a eu plein d'autres discussions dans le cadre de réseau et tous les enfants gravement malades euh, peuvent rentrer dans le cadre de ces discussions. J'ai juste mis une petite diapo pour ceux qui ne l'avaient pas vu hier, un petit panorama simplement de l'ECMO en France. Il y a beaucoup de centres ECMO en France. En général, c'est des réanimations pédiatriques. Évidemment, les réanimations qui font la chirurgie des cardiopathies congénitales. Puis pour l'instant, il y a 4 UMAC en France. Voilà. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de centres qu'on a une organisation complètement anarchique dans ces centres ECMO, cette définition qui est en fait la capacité d'un centre à débuter un support par ECMO par soi-même. Il y a des centres qui ont très peu d'activité, qui transfèrent volontiers rapidement le patient. C'est une question d'organisation locale choisie. Pas du tout question de dire qu'une est meilleure que les autres. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de centres par rapport à d'autres pays européens ou par rapport aux pays anglo-saxons. Voilà à peu près, ça va être pour produire un petit peu les données démographiques de notre région. Globalement, bon, voilà, l'Île-de-France, bien sûr, a plus de centres ECMO proportionnellement au nombre d'habitants. C'est aussi parce qu'il y a des réanimations, il y a 3 réanimations spécialisées dans les cardiopathies congénitales qui, de facto, font de l'ECMO, évidemment, et aussi beaucoup de transferts de patients vers cette région. Voilà à peu près tous les centres ECMO en France. Donc globalement, vous voyez beaucoup de centres finalement qui sont des centres ECMO, mais qui, pour un même, n'a pas eu d'ECMO en 2016. C'était l'année de la diffusion de ce sondage. Et je me suis trompé dans le chiffre tout à l'heure, mais pour dire que le club, finalement, l'ECMO en France en 2016, en tout cas, c'était 161 ECMO, soit 2% des admissions en réanimation néonatale de niveau 3 et en réanimation pédiatrique. Ce qui est les données ce qui correspond aux données de données à peu près partout. On ne fait pas plus d'ECMO en France qu'aux États-Unis a priori. C'était une des questions d'Étienne Javoué d'ailleurs dans son topo, on peut déjà y répondre. Donc notre région ici d'intérêt, donc elle représente à peu près 8, elle représente à peu près 8 millions d'habitants, soit 1 500 000 à peu près enfants. D'accord ? Je le dis parce que c'est à peu près, du coup, une bonne cohérence pour implanter un centre ECMO. C'est dans les littératures sur le volume par centre et sur des pays organisés avec des centres ECMO, c'est à peu près le nombre d'habitants c'est correct, quoi. Disons qu'on n'a pas une trop petite région pour monter un centre ECMO, probablement. Ça nous avait conforté là-dedans. Le projet, il a débuté en 2015. On avait présenté ça à un petit congrès, on avait présenté notre projet. Bon, à l'époque, c'était avec Olivier Baron, beaucoup qu'on travaillait là-dessus. Maintenant, c'est avec Karine Pavie, qui était hier à la journée de formation, qu'on travaille sur ce projet. Alors, on a souhaité, pour se donner le maximum de chances que ça fonctionne, commencer par créer un réseau de communication entre les réanimations néonatales de niveau 3 et les réanimations pédiatriques. Et ce réseau dispose effectivement d'une UMAC qui est en capacité donc d'aller implanter des cannulations, de réguler des transferts de malades graves. Voilà. Donc, on s'est attaché, ça fait 3 fois que je dis réanimation néonatale de niveau 3, c'est-à-dire qu'on a absolument tenu à ce que ce réseau ne désorganise pas le réseau organisé pour la réanimation néonatale entre niveau 1, 2, 3, puisqu'il nous semble absolument primordial, puisque ça clairement, ça fait les preuves de son succès, ça marche, donc il ne faut pas pour nous court-circuiter les patients qui sont en réa néonat de niveau 2 et qu'on les prenne, alors que ces patients pourraient probablement être améliorés par le traitement conventionnel dans les réanimations néonatales de niveau 3. D'accord ? Idem, on travaille avec les réanimations pédiatriques et on ne travaille pas avec des services d'urgence, on ne court-circuite pas le réseau classique. Donc un enfant pour nous qui est aux urgences à Vitré et qui est grave doit aller le plus rapidement possible à Rennes. Et c'est à Rennes
On verra si on doit discuter d'autre chose. Exceptionnellement, on a pu... non, en fait, non, on n'a jamais court-circuité. J'allais dire Saint-Brieuc, mais c'est une réanimation avec qui on travaille. Donc voilà notre réseau constitué. Donc Saint-Brieuc et Vannes sont des réanimations néonatales niveau 3, n'ont pas de lit de réanimation pédiatrique. Rennes, Le Mans, Angers et Brest sont des réanimations, soit 2 unités séparées, soit des réanimations mixtes. Donc ils ont au moins quelques lits de réanimation pédiatrique. Tous ont un plus petit volume que le nôtre et un plus petit bassin de population. C'est Nantes un petit peu je ne vais pas dire la capitale de la région, parce que vous savez qu'il y a... Il y a toujours des choses avec la Bretagne et Pays de Loire, mais enfin, en tout cas, voilà. Ce que j'aurais pu rajouter à proximité, des gens avec qui on travaille régulièrement, c'est Tours, qui sont là et qui disposent de l'ECMO, donc on n'est pas tout à fait... mais on travaille quand même en réseau avec eux pour d'autres aspects de ce réseau, qui est le réseau un petit peu un réseau de travail commun. Et puis Poitiers, avec qui on travaille régulièrement, puisqu'ils sont dans la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Mais il y a, selon où on habite, dans les Deux-Sèvres ou dans la région de Poitiers, on peut être extrêmement proche de Nantes. Donc les patients viennent régulièrement à Nantes pour des raisons de proximité. Donc dans ce réseau, on a fait un travail un petit peu collectif par mail de partage des indications et de rédaction d'un protocole. On a mis en place une journée de réanimation du Grand Ouest. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le Grand Ouest, puisqu'il y a Tours, il y a Poitiers, il y a un petit peu tout le monde. Et on traite de différents sujets. Cette journée, elle a permis de nous connaître. Il se trouve qu'on se connaissait déjà beaucoup avec tous ces gens, puisqu'on a tous eu une formation dans la région. On avait déjà eu des échanges de patients. Donc, pour vous dire, on a fait la première journée sur le traumatisé crânien sévère. Donc, on avait d'emblée, on avait souhaité un petit peu élargir. C'était pour se connaître, c'était pour travailler ensemble. On a fait 3 éditions. On a réussi pour l'instant à faire une édition par an. Et on a créé, nous évidemment sur Nantes, un groupe de travail avec tous les corps de métier pour quand même organiser cette UMAC. Les étapes de la réalisation, c'était donc on a travaillé avec des référents par centre. Maintenant, il y a un listing un peu ECMO qui s'est élargi pour que chacun reçoive directement les informations. On a écrit, alors c'est nous quand même qui avons écrit au tout départ le protocole, mais on l'a fait un système de plusieurs relectures avec tous les centres. Ce qui fait qu'on a fait 5 versions de ce protocole, et j'attends moi le club ECMO et le prochain topo pour éventuellement proposer un protocole harmonisé avec tout le monde. On avait partagé ce protocole-là avec Pierre-Louis et l'équipe de Trousseau, évidemment. On a mis en place une fiche d'aide à la régulation également, que je vais vous montrer après, qui n'a pas été exploitée au maximum. Et en parallèle, il y a eu un projet des infirmières de bloc, ont fait leur projet, écrit les checklists, tout ce qu'ils avaient besoin. Perfusionnistes, bien sûr, les chirurgiens sont évidemment très, très actifs dans ce projet. Anesthésie, effectivement. Donc nous, c'est la ligne d'astreinte d'anesthésie chirurgie cardiaque qui constitue l'équipe d'ECMO, puisqu'on prend le risque de déshabiller sur place. À l'occasion, si on a déjà une urgence, on est capable de déléguer une ligne exceptionnelle sur le bénévolat qui peut partir. C'est rare. Et SAMU, beaucoup de travail de SAMU, beaucoup de problématiques SAMU, beaucoup de problématiques de prise de courant, de couveuse, de qui fait l'aller, qui fait le retour, etc. Jusqu'à présent, vraiment, ça s'est très très bien passé finalement avec l'ensemble des gens. Globalement, vraiment, tout le monde est très très volontaire pour le projet. Quasiment aucun ralentissement dans l'avancée du projet. Sur le plan administratif, il y a eu une rédaction de conventions qui sont déjà arrivées à échéance. En fait, on s'était engagé auprès de l'administration de faire un bilan à 3 ans, ce qu'on a fait. Et là, on est déjà en train de refaire les conventions. Ça passe très vite. Voilà. Donc, implication de l'administration quand même. Et on avait prévu d'emblée un recueil prospectif de l'activité. Grâce à, normalement, cette feuille de régulation, vous voyez qu'on s'est inspiré, enfin, on n'a pas réinventé la roue, il ne doit quand même pas y avoir beaucoup de différences avec ce qui a été présenté auparavant. Donc, c'était un fichier qui était fait pour être un petit peu
utile au recueil des données. Bon, certains l'utilisent, d'autres le parcourent de temps en temps. Beaucoup maintenant à Nantes connaissent à peu près par cœur le truc. Ce que je voudrais pour la prochaine phase de 3 ans, c'est effectivement trouver un moyen de renseigner de manière obligatoire, ce qui fait que ça permet d'avoir une collecte de données automatique que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui sur ce bilan des 3 ans. On va ressortir tous les dossiers, ça va être un travail de thèse d'une interne. Mais idéalement, c'est configuré pour que tous les appels, paf, on ait les index d'oxygénation et à un moment donné, on a directement les stats cannulés, pas cannulés. Mais bon. Puis ça dépasse mes compétences, il faut bien le dire, en informatique. Voilà. Le début réel, comme bien souvent, on le savait, hein, on allait débuter sur un cas qui allait se présenter avant d'être complètement prêt, d'avoir les conventions signées, etc. On a forcé le passage, évidemment. Une transpo diagnostic postnatal, comme ça arrivera toujours partout, qui est en état de choc. Le Rashkin a pu être fait quand même par quelqu'un qui savait faire naissance dans un centre non chirurgical, c'était à Rennes. Appel UMAC, ok. Ça a été quasiment là où on a été le plus rapide, alors que c'était le cas le plus à l'arrache. Enfin, à l'arrache. Ça faisait quand même 6 mois qu'on se préparait. 7 de lactate, 15 de lactate, 7 de pH, vraiment la vraie belle indication. Cannulation en véno-artérielle, chirurgie, après 3 jours de stabilisation. Ça s'est très bien passé. Et voilà le petit enfant. Donc ça, c'était un début particulièrement encourageant. Quand on mène un projet comme ça, si on avait commencé par les 4 ECMO qu'on suivit, qui ont été beaucoup plus catastrophiques, je pense qu'on aurait perdu du monde en route. Là, moi, j'aimais bien toujours rappeler ce cas-là. Au tout début, quand je présentais le truc, je mettais que ce premier cas. Voilà. Alors, le bilan en tant que tel, à 3 mois, j'ai réactualisé le 21 novembre les chiffres. Alors, comme on a un réseau, du coup, on a recueilli tous les dossiers régulés et non pas que les ECMO posés qui donnent des résultats assez classiques, finalement, qui a été transporté, les délais, etc. Mais bon, qu'on connaît assez bien. Là, le petit plus, c'est d'avoir une vision de tout ce qui a pu être fait et régulé. Donc, la définition d'un cas régulé, c'est quand il y a eu un appel d'un centre du réseau pour un enfant gravement malade avec un potentiel, c'est-à-dire qu'on évoque l'ECMO. J'ai exclu les contre-indications évidentes qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion. Exemple récent, quelqu'un appelle pour un prématuré 25-26 semaines. Voilà, il a entendu parler de l'ECMO, il n'a pas vraiment lu les documents. Il appelle, bon, celui-là, on ne fait pas encore ce genre de choses. Donc, on a eu, ça c'est données cumulatives, mais on a eu une diffusion, on va dire, c'est la question du protocole, effectivement. Et bon, nous, clairement, on a vu qu'on augmentait le nombre de patients régulés. Clairement, l'impression, c'est que c'est effectivement venu des néonates, d'ailleurs. Parce que les réapèdes avaient tous déjà transféré des patients à Nantes, sachant qu'il y avait l'ECMO. Mais quand même, on a discuté plus. Effectivement, le dossier régulé ne signifie pas toujours... Bon, on va le voir après, ça. Donc voilà, les catégories d'âge, hein, globalement, il y a un petit peu de tout. Vous voyez, en 2018, c'est un peu plus équilibré, mais globalement, c'est vrai qu'il y a les nouveau-nés d'un côté et les enfants de l'autre. Bon, c'est vraiment la démographie de l'ECMO néonatal et pédiatrique. Alors, qu'est-ce qu'on a régulé? Quel type de dossier on a régulé? Alors, ce qu'on définit comme cardiaque, c'est ce qui est très classique, c'est choc cardiogénique, un peu tout confondu, hein, donc le sepsis en défaillance multiviscérale, le trouble du rythme, la découverte de cardiopathie congénitale, etc. Le respiratoire, j'ai mis ce drap, j'ai rentré là-dedans quand même les aspirations méconiales, l'anémie diaphragmatique, c'est discutable. Et puis le CPR, on a eu des appels donc pour un patient en cours de réanimation ou présentant en fait une succession d'arrêts cardiaques. Voilà. Le CPR, la définition n'est pas absolument claire. Donc voilà ce qu'on a fait à peu près. Donc en gros, moitié-moitié de cardio et de respiratoire. Et plus ça va, plus c'est des cas, la diffusion, hein, des cas de néonates de respiratoire qu'on arrive finalement à rattraper probablement. Et puis toujours un petit peu d'arrêt cardiaque.
qu'on continue à avoir des appels qui, pour les gens qui savent déjà qu'on ne se lancera pas dans une ECMO en arrêt cardiaque, sont à ce moment-là plutôt peut-être à la limite un appel pour prendre à plusieurs la décision d'arrêter le massage cardiaque. Bon, je l'inclus là dans les dossiers, mais ce n'est pas véritablement à ce moment-là une régulation qui impacte une décision de transfert ou quoi que ce soit. 55 dossiers régulés donc dans cette période. Bon, globalement, on a tendance à faire plus de transferts dans le centre. Il faut dire que peut-être, bon, on a discuté beaucoup de tout ça avec Pierre-Louis, on a parmi les centres des centres où il n'y a que 2 à 4 lits de réa pédiatrique, avec pas nécessairement une grande continuité des soins à ce niveau-là, donc plus volontiers un transfert pour évaluation dans notre centre. Ça dépend. Bruno, après, va parler de Rennes. Eux gardent plus volontiers les patients plus longtemps. Donc, ces 40 transports, 39 ont lieu à Nantes. Donc là, évidemment, ça doit être 38, c'est un petit problème. Un à Paris, en fait, c'est très intéressant. On a eu une collaboration entre équipes UMAC. Une fois, on était, nous, déjà en train d'être sur une procédure. Ils sont venus cannuler à Rennes, transport à Paris. Un autre transport à Rennes, c'est un centre qui nous appelait donc breton, et on a conseillé plutôt à ce moment-là d'amener dans un centre plus référent sur la RIAPED, en l'occurrence à Rennes, plus près de chez eux, et on s'était dit qu'on allait réévaluer une fois le patient à Rennes. 15 patients laissés sur place dont on parlera plus tard, juste à diapo d'après. Donc dans ces 40 transports, on a eu finalement 23 déclenchements en 3 ans de l'équipe UMAC. Ça vous donne une idée hein, par rapport à notre bassin de population. 18 cannulations in situ, dont une opérée par Trousseau. 2 demi-tours après stabilisation, finalement on est parti sur des lactates, etc. Ce que tu racontais tout à l'heure. Finalement, après quelques temps d'amine, après l'intubation ou je ne sais plus quoi, etc., manifestement une stabilisation. Les 2 cas, c'était sur Rennes. On a 3-4 heures. Enfin, on a déjà 1 heure pour se mettre en route. 3 heures de transport derrière. Demi-tour à Vannes. Très bien, tout le monde est content. Et l'enfant est arrivé en hélico. Quand même, pour suivre. Mais on s'est dit, ok, là, de toute façon, on va plus vite à faire venir l'enfant, des fois même un peu critique. Et quand on sent que ça va un peu mieux, on a à ce moment-là tout intérêt à le faire venir. Enfin, c'est ce qu'on pense. Hein. Alors, le devenir des malades sur place, ça nous intéresse de savoir si on a pris des bonnes décisions et qui sont ces malades. Donc, 8 fois, on a discuté par téléphone, on a essayé d'optimiser. Ça a très bien marché. 6 sur des optimisations de la ventilation, DV, curalisation, tout ce qu'on peut imaginer, je n'ai pas tout en tête. Ça a bien marché. Du stress sur une utilisation antiarythmique chez un nouveau-né en tachycardie supraventriculaire, une défaillance à l'échographie. De toute façon, on était loin, ça a marché. Ça a marché, pas d'arrivée. Un sepsis néonatal transféré, c'est celui qui allait de Saint-Brieuc à Rennes. Lui, malheureusement, était extrêmement sévère, ça n'a pas... Il est décédé. Ceux laissés sur place, il y a aussi des refus, en fait, refus d'ECMO, donc à ce moment-là, on n'a pas jugé utile de transférer l'enfant. Ça n'est pas synonyme de décès. Hein. Le refus d'ECMO peut être sur l'argument que l'ECMO fait moins bien que le traitement conventionnel. Exemple, post-greffe de moelle osseuse pédiatrique. Aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'a pas encore un niveau de preuve. Voilà. Quel est l'autre exemple? Un encéphalopathe assez sévère, en défaillance respiratoire. Je crois qu'il était hébergé en réa adulte à Saint-Brieuc. Et ça nous a clairement... après, on a suscité une réflexion avec la famille et on a jugé que ce n'était pas raisonnable, pas à l'ECMO. Il a survécu malgré sa limitation de soins. Un enfant cannulé, donc laissé sur place parce que cannulé à Angers, trop précaire pour être transporté même sous ECMO, un arrêt cardiaque, une réanimation très prolongée, récupération tardive, cannulé après récupération, malheureusement décédé. Et 3 refus, puisque finalement il s'agissait de patients déjà en arrêt cardiaque. Et après nos premières expériences, on a refusé de faire ce genre de choses. Les patients transportés maintenant, donc 17 ont été cannulés in situ. Et donc sur les autres, vous pouvez faire les déductions, les calculs. Hein. En gros, donc la moitié cannulée in situ, l'autre moitié transportée pour évaluation. Et dans cette moitié transportée pour cannulation, la moitié cannulée secondairement, soit dans les heures suivant l'admission. À ce moment-là, c'est les patients qui ont pu être admis, exemple Brest, très sévère, mais tellement sévère qu'on sait qu'on va gagner plus de temps à le faire venir à l'arrache en hélico, on le cannule quasiment à l'arrivée en réanimation.
ou autre chose, on se laisse encore 4, 6, 8 heures d'évaluation sur une atteinte respiratoire, par exemple, et effectivement, on prend la décision de cannuler. Situation qu'on trouve beaucoup plus confortable. Premièrement, beaucoup plus simple de mobiliser l'équipe d'astreinte. Et deuxièmement, beaucoup plus simple d'évaluer les choses. C'est vrai que c'est un critère qualité de notre réseau qui nous semble très important. Si 90% des transferts finalement n'étaient pas si graves et pas cannulés, on considérerait qu'on fait des transferts abusifs. Là, à 50-50, il me semble que c'est un équilibre. On pourrait même encore se permettre de faire transférer un petit peu plus de patients, à notre sens en tout cas. 12 patients jamais cannulés, 4 ont eu des refus secondaires d'ECMO. On s'est laissé le temps d'évaluer, etc. Ça ne nous a pas laissé sembler responsable. Encéphalopathie, métabolique, choses comme ça. Et puis, finalement, voilà, les améliorations de ce traitement médical, ça a bien marché. Juste une diapo. Globalement, on a eu pas de problème pendant les transports, ce qui est bien publié dans la littérature. Les transports sous assistance se passent bien et il n'y a pas de raison, je pense, de se restreindre à l'utilisation des UMAX sous prétexte de la dangerosité des transports. C'est plus dangereux d'un patient extrêmement sévère sans ECMO qu'un patient sous ECMO. Nos valeurs, il y avait des questions là-dessus, nos délais de départ 72 minutes, un peu long probablement, mais bon, il y a encore de la régulation au moment où les gens arrivent, ce qui fait que ça tarde un peu. Et puis, globalement, appel-retour, notre délai, le médian, à peu près 3 heures sur place en moyenne. Et en moyenne, quelle que soit la distance, finalement. Notre plus loin, nous, c'est Brest, mais même à Rennes, même à Angers, même au Mans. Voilà à peu près ce qu'il faut compter. Donc, le maximum, 12 heures ou 13 heures de sollicitation de l'équipe. En moyenne, 6, 7, 8 heures, facile. C'est quand même... si on est un centre, je pense, je vous regarde, qui avait une forte activité peut-être chirurgicale pendant ce temps-là, c'est lourd, quoi. Le devenir de nos patients, très rapidement, c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, vivant, décédé. Bon, globalement, alors année sombre, bleue, pour ne pas dire noire, en 2016, avec beaucoup de découragement, très dur essentiellement des patients cannulés arrivés en arrêt cardiaque, finalement. Difficulté d'optimisation, des cas de cardiologie essentiellement, des instabilités extrêmes. Et puis probablement le fait de la courbe d'apprentissage de tout le réseau, avec des appels tardifs, méconnaissance des capacités d'ECMO, le collègue de garde suivant qui prend le relais dit mais en fait il y a peut-être l'ECMO, on va appeler, et en fait ça fait 24 heures qu'il est moribond. Bon voilà, ça on peut pas... C'est un travail de diffusion du réseau, quoi. Enfin, voilà. Si on prend tous les patients cannulés dans le cadre de ce réseau UMAC, que ce soit in situ ou secondaire, vous voyez à peu près 64% de survie. Donc on est dans ce qui se fait au niveau médical. On est content d'avoir les chiffres à peu près publiés par tout le monde. La survie, juste les résultats en fonction des atteintes. Vous voyez que le CPR reste... Pour l'instant, nous, en tout cas, ça c'est très clairement, pour nous, l'arrêt cardiaque sous ECMO, c'est le patient dans notre réanimation. On a eu un succès quand même aux urgences pédiatriques, qui sont à proximité immédiate. Alors là, évidemment, mais hors CHU, là, on ne fait pas. Rapidement, si on fait un petit peu le recueil, donc les nouveau-nés, bon, 10 sur 14 surveillés vivants à J8 de décannulation, 9 à J30 de décannulation, un AVC hémorragique sous ECMO, malheureux, problème de sevrage, le patient était sevrable à 20h le dimanche soir, on attend à 8h, entre-temps, paf. Une anomalie, on a parlé d'une anomalie sur... Il faut dire qu'avec les UMAC, on récupère tous les moutons à 5 pattes de la région. C'est-à-dire que tous les trucs qui n'existent pas, on les a. Et toutes les régulations, il y a un truc auquel on n'avait jamais pensé. La fongénie néonatale, la pluie de fongénie néonatale chez un enfant qui n'a pas de déficit immunitaire, un enfant à terme, donc tous ces échantillons sanguins sont partis à l'Institut Imagine, à Necker, tous les labos en ont parlé du cas, là, mais ça n'était jamais vu, quoi. Voilà, quoi.
la transpo CIV découverte à J15, le RVPA qui en fait est une anomalie lymphatique, tous ces trucs-là finissent par arriver dans le centre. Voilà, les nourrissons, on n'a pas eu beaucoup de nourrissons. Pas eu beaucoup de nourrissons, c'est sûrement un effet du hasard, on devrait avoir un petit peu plus dans les années à venir. La pédiatrie, on a des cas. Moi, je serais très curieux d'avoir un recueil national maintenant pour aller voir un petit peu ce qu'on fait. On a dit hier, le choc septique, par exemple, c'est pas clair hein, à quel moment est-ce qu'il faut. Nous, les chocs septiques, les défenses multisclérales dans le choc septique, pour l'instant, dans le cadre de ce réseau, parce qu'on en a eu bien d'autres à Nantes, mais il y en a eu deux et ils ont tous les deux des séquelles quand même assez sévères. Hein. Ils ont plein de séquelles neurologiques, la jambe ischémiée, l'insuffisance rénale. C'est dur, c'est pas une question parfaite. Hein. Est-ce que dans 10 ans, on continuera à faire ce genre de choses c'est vraiment des choses à regarder. Alors, suivi des indications, moi, il est primordial. C'est ce que je dis toujours dans les réunions de réseau. On fait de l'ECMO quand le pronostic de la défaillance respiratoire ou cardiaque est supérieur au moins à on attend 60-70% de mortalité. Hein. On ne fait pas de l'ECMO, on essaie de ne pas faire d'ECMO, donc on suit ça de très près. Vraiment, le patient qui est canulé, fallait-il qu'il soit canulé? On a un grand qui est décédé, qui est un patient d'oncohématologie, aspergillose, hémoptysie sur aspergillose. Déjà, hémoptysie, ECMO, ok, ça peut se faire, mais c'est compliqué. On regarde son PaO2 sur FiO2, on n'était pas nickel dans les critères. Il est décédé d'hémoptysie qui s'est majoré sous ECMO. Ça c'est dur, ça. Donc ça, on communique, nous, là-dessus, hein, on ne cache pas ces mauvaises expériences pour faire des retours à tout le monde et qu'on évite ce genre de choses. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle non-respect d'une contre-indication. 2 sur 18, pour l'instant, décédés, ça, c'est... Voilà. Alors, le CPR, d'emblée, bon, ça va. Indication qui devient discutable, c'est essentiellement... On est sur une défaillance très sévère qui devient quasiment de la réanimation de l'arrêt cardiaque. Hein. Quand on fait une série d'arrêts cardiaques non-stop, ça ne s'appelle pas forcément strictement le CPR, mais bon, ça marche quand même pas beaucoup mieux, quoi. Et quand on a strictement eu des belles indications, on a quand même des bien meilleurs résultats. Donc ça, c'est notre marge de progression peut-être dans tous les réseaux UMAC. Pas une vraie analyse, je n'ai pas eu le temps de faire ça, mais si on regarde toutes nos ECMO et qu'on essaie de voir un petit peu si le fait d'être canulé dans le cadre d'une procédure UMAC, vous voyez nos résultats à peu près sur la même période, hein, quasiment, parce qu'on s'inscrit à l'ELSO quasiment dans la même période. Notre center, il est là, toutes nos ECMO qui ont été faites dans la même période. 96, on avait un peu d'avance sur le réseau UMAC. Hein. En fait, il y a eu 86, je crois, ou 82 ECMO dans la même période. On a des résultats qui sont pas mal. Alors ça inclut nos UMAC. Mais globalement, ce qu'on voit en première liste comme ça, hein, sans avoir fait des stats de fou, mais globalement, UMAC, plutôt indication médicale, de mieux en mieux screené, plutôt un facteur de bon pronostic d'arriver à la cannulation dans le cadre d'une procédure UMAC. Évidemment, parce qu'on a des ECMO dans le service, un peu compassionnels, des lésions résiduelles qui sont non adressables en chirurgie, des choses comme ça, qui donnent de mauvais résultats, qu'on fait parce qu'on est un centre où il y a de l'ECMO, alors l'arrêt cardiaque dans le service, on le cannule, mais c'est pas pour ça que c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, tout ça est logique. Hein. Voilà, conclusion. Je pense qu'on a une montée en qualité, j'espère, du réseau. Maintenant, on ouvre une nouvelle période de 3 prochaines années. Concernant les indications, ce que j'espère, c'est qu'on va arriver à une harmonisation nationale qui peut être intéressante. Et puis, on pourrait imaginer d'évaluer la qualité de ces indications. Est-ce qu'on a, comment, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. À moyen terme, nous, on a encore un travail de communication à faire. Il reste des gens qu'on croise et qui ne sont pas au courant de l'ECMO dans notre circonscription. Voilà, donc on a encore du travail, on l'a fait insuffisamment en fait. On voudrait mettre en place cet outil, un outil prospectif. Et voilà. Idéalement, moi ce que j'aimerais bien, c'est que
L'évaluation de la qualité des soins, il y a des budgets qui sont faits pour ça s'appelle les PREPS. Et c'est vrai que maintenant, si on travaille bien entre les différentes UMAC, on pourrait évaluer l'impact de cette organisation avec des UMAC à travers d'une étude comme ça. Je pense que ça peut être financé par un PREPS. Un lourd dossier à mettre en place. Je ne suis pas nécessairement volontaire, peut-être. C'est du travail. Voilà, c'est tout. Des questions ? Moi, j'ai une question concernant les patients que vous avez transférés dans votre centre qui n'ont pas été canulés. Comment vous avez géré cet afflux de patients par rapport à votre nombre de lits, par exemple? Alors, ce n'est pas un afflux de patients, hein, tu vois, Oui, le chiffre, enfin, ça n'est pas 55 patients en 3 ans à gérer, on va dire, c'est pas un afflux de patients, on a à peu près 850 admissions par an. Ça n'a pas impacté votre chirurgie programmée ou Non. ces patients-là? On a plein de choses qui impactent la chirurgie programmée, qui sont l'absence de lit d'aval pour faire sortir. Non, en fait, on cherche, notre objectif de réanimation, c'est à la limite de n'avoir que des patients très réanimatoires. Et tant qu'on n'en est pas là, moi je considère qu'on n'annule rien, on pousse. Mais alors, on en parlait, Roland, hier, hein. Effectivement, sur une structure qui tourne sur peu de lits et qui doit accueillir les urgences médicales cardiologiques, les assistances médicales et le post-op programmé de CEC, s'il y a 6 lits, là, ça c'est clair que là ça peut se lancer dans un projet comme ça, parce que c'est des patients qui restent longtemps, hein, ça c'est sûr. Hein, une ECMO respiratoire va rester 3 semaines dans le service minimum. Hein, enfin, alors par contre, ce qu'on fait, c'est que on peut être amené à retransférer un patient qui n'est pas complètement sorti d'affaire. On a eu 3 hernies diaphragmatiques. 2 de ces 3-là, on peut me corriger si je me trompe, mais 2 de ces 3-là, je crois, sont sortis intubés. Oui. Alors que c'est aussi un peu l'objectif du réseau. On dispose d'un support à un moment donné, mais on ne dispose pas nécessairement déjà, on ne possède pas le patient, hein, et puis pour la famille, etc., et puis je trouve pour la cohérence du réseau, c'est bien que les patients retournent rapidement d'où ils viennent. Oui, ça semble logique et je pense que le fait que tous les patients ne soient pas canulés, c'est probablement qu'ils sont justement bien régulés et qu'ils n'arrivent pas trop tard. Parce que c'est aussi un peu le problème quand on est limité en lit, c'est de prendre des patients trop tard. On favorise. C'est pas parce qu'on a notre moyen technique qui est l'UMAC qu'on souhaite à tout prix l'utiliser. C'est quand même très lourd. Hein. On part 8 heures, 10 heures. On déshabille l'astreinte de chirurgie cardiaque pendant ce temps-là. On a presque toujours un patient post-op instable dans le service. Et en fait, on a beaucoup plus aussi d'indications d'ECMO chez nous qu'ailleurs. La probabilité est quand même beaucoup plus forte d'avoir une ECMO chez nous dans le cadre du parcours des cardiopathies congénitales qu'à Brest sur un SDRA. Hein. Parce que pendant ce temps-là, si à Nantes, il y a un patient qui a besoin d'une ECMO, là, on se débrouille. Là. Voilà, c'est ce que disait Pierre-Louis. C'est la débrouille. Là, on n'a pas de... Là, on ne peut pas organiser 2 lignes. Ça, c'est clair. Hein. Alors, je pense que Philippe me réclamait une petite pause rapide pour boire. Je serais que... On a un peu soif, je ne sais pas pourquoi. Pour boire quoi? Et c'est ça, Philippe? Ou alors, sinon, Bruno, il complète assez bien le propos parce que... Ouais, on avait donc demandé à Bruno qui va se présenter, hein, mais